C'est bon. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le réseau Urbanisme et Aménagement d'Idéalco, ravi de vous y retrouver ou de vous y accueillir, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent pour la première fois à la plateforme Idéalco. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Roger, je suis en charge de ce réseau. Idéalco, c'est une plateforme collaborative pour les agents territoriaux qui propose de nombreuses webconférences sur une quarantaine de réseaux thématiques qui correspondent aux grandes compétences des collectivités. Urbanisme et Aménagement est l'un de ces 40 réseaux. Donc aujourd'hui, on va vous proposer une webconférence sur un sujet ô combien préoccupant dans les services des collectivités, dans les services urbanisme. Ce sujet, c'est celui de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Ça fait bien longtemps qu'on nous le réclame sur la plateforme et je suis particulièrement ravie que l'on puisse, en association donc avec l'ADCF et avec le ministère de la Cohésion des Territoires, qui sont ici en studio avec moi, mais je vais vous présenter un peu plus largement, messieurs, et avec un retour d'expérience à distance, Flair Aglo, que l'on puisse vous proposer bien ce temps d'échange, ce temps d'information sur la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Alors cette dématérialisation, elle va concerner toute la chaîne de l'instruction, de la construction, de la constitution du dossier jusqu'à l'archivage, et elle représente un grand bouleversement dans vos méthodes de travail, dans voilà, vos pratiques quotidiennes au sein des collectivités. L'État travaille d'arrache-pied, l'État est représenté ici, il travaille d'arrache-pied pour construire des plateformes qui vont permettre donc de partager les dossiers entre les administrations et les acteurs qui sont concernés. Mais voilà, il est temps d'avoir sur notre réseau, vous avez déjà fait des communications par ailleurs, mais d'avoir un temps d'échange pour vous expliquer ce qui vous attend pour ceux qui sont en train de se mettre à cette dématérialisation, et de pouvoir écouter aussi un témoignage d'une collectivité qui est quand même bien avancée sur le sujet. Donc merci à vous, ADCF et ministère de la Cohésion des Territoires, de vous être associés pour nous proposer ce temps d'échange. J'ai le plaisir donc d'accueillir ici en studio Jean-Baptiste Lannes. Bonjour Camille. Bonjour Monsieur Lannes, vous êtes directeur du programme DEMAT ADS, donc vraiment un protagoniste de ce gros changement qui arrive dans les collectivités. Je vous remercie d'être ici parmi nous. Et Philippe Schmitt, secrétaire général de l'ADCF, qu'on ne présente plus, mais également conseiller urbanisme et commerce, si je ne me trompe pas, si c'est bien exact. Merci à tous les deux d'être avec nous en studio. Et s'ajoute à l'intervention en studio un témoignage de Flair Aglo, comme je le disais, avec Anne-Laure Nevoux, qui est donc responsable du service urbanisme dans cette collectivité. Vous pouvez peut-être d'ailleurs activer votre micro, madame. Merci à vous d'avoir malgré tout réussi à vous connecter à distance et de pouvoir apporter votre témoignage. Donc, vous êtes l'une des collectivités, des communautés d'agglo capables de répondre à des saisines par voie électronique. Donc, vous allez pouvoir nous dire quels sont les premiers enseignements de l'apport du numérique dans les pratiques de l'urbanisme, dans la gestion quotidienne de l'urbanisme, et on vous en remercie. Nous, ici en studio, on va reparler des obligations légales, on va reparler des enjeux techniques et administratifs qui sont quand même colossaux. On va suivre un peu les travaux qui sont en cours et voir les éléments de calendrier ainsi que les enjeux qui dépassent les autorisations d'urbanisme, mais pour s'intéresser vraiment à la dématérialisation dans le domaine de l'urbanisme. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais juste rajouter quelques éléments d'information pour les participants et en particulier pour ceux qui se connectent pour la première fois sur Idéalco. Vous avez en bas de l'écran un module de questions-réponses. Hop, je vais juste arrêter mon petit partage d'écran. En bas de l'écran, donc quand vous allez passer votre souris, vous voyez, vous avez Q et R. Donc vous pouvez cliquer sur Q et R et saisir votre question. C'est moi qui vais la recevoir. Questions, commentaires, suggestions. Je me permettrai donc soit de vous interrompre, et dans tous les cas, on se gardera un temps de questions-réponses à la fin. On est ensemble pour à peu près 1h15. C'est à peu près le temps qu'on s'est donné pour balayer le sujet. On souhaite que ce soit le plus participatif possible. Donc surtout, n'hésitez pas avec vos questions. Et moi, je vais m'arrêter là et je vais laisser avec grand plaisir la parole à Philippe Schmitt qui va démarrer cette présentation. On va juste vous partager donc le premier support de présentation. Si juste une dernière chose pendant qu'on le partage, la webconférence est enregistrée, on le fait toujours chez Idéalco. Vous pourrez retrouver la vidéo et les supports sur la plateforme, sans doute dès le début de la semaine prochaine, pour ceux qui doivent nous quitter en cours de route ou qui n'ont pas pu se connecter. Très bonne webconférence à tous. Allez-y.
Merci bien. C'est donc à moi que revient on va dire la phase un peu introductive pour replacer notre sujet. Vous voyez apparaître sur cette première diapo une sorte de logo, on va dire, un réseau urbanisme numérique. Je voudrais juste préciser un peu ce dont il s'agit. C'est un réseau national qui est animé par l'État, mais conjointement par l'Assemblée des communautés de France, donc je rappelle le réseau national des communautés de communes agglomérmétropoles, ainsi que par l'Association des maires de France, l'AMF. Et ce réseau vise à rassembler à la fois des professionnels, des collectivités, l'État au sens assez large du terme, pour être allant dans la promotion, dans l'échange sur les problématiques du numérique dans l'urbanisme, en manière générale. Vous pourrez retrouver assez facilement sur Internet une charte qui est proposée, qui a été signée à l'occasion d'un événement qu'on a fait en avril dernier, conjointement État, AMF, ADCF, une charte donc, qui est co-signée des vice-présidents, enfin, des présidents de ces associations et du ministre Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement. Et cette charte propose, d'abord, elle est proposée à la signature de tous. Aujourd'hui, on a un bon millier de signataires, à la fois des professionnels, des éditeurs, mais des collectivités, etc. Et elle vise à insuffler un mouvement de dialogue, de partage d'expériences sur l'ensemble des problématiques de l'urbanisme à l'heure du numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, aujourd'hui, on sait, on va mettre la focale sur la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Ça, c'est Jean-Baptiste qui va expliciter un peu, et c'est certainement la motivation principale de votre présence à cette webconf. Mais dans notre esprit, c'est vraiment une des pièces d'un bouleversement un peu plus large qu'on va appeler l'urbanisme à l'heure du numérique, ou d'autres peuvent dire l'urbanisme à l'ère du numérique. Mais pour nous, ça repose sur quatre chantiers, quatre piliers dont on souhaite peut-être à terme qu'ils soient véritablement articulés. Le premier sujet, vous le connaissez tous, vous qui êtes dans des collectivités. Je rappelle, Camille Rocher ne l'a pas bien précisé, mais il y a beaucoup, la très grande majorité des auditeurs là, à cette webconf viennent des collectivités. Absolument. Vous êtes nombreux à venir des communautés de communes, d'agglo, métropoles aussi, représentées, et puis évidemment des mairies. Mais on a un mouvement, la participation à cette webconf illustre à travers la présence de toutes ces intercommunalités, l'un des changements qui a été quand même très important ces dernières années, depuis la loi Allure, c'est l'organisation des services mutualisés d'instruction à l'échelle des communautés. Et donc, voilà. Je m'adresse donc à des praticiens du droit des sols dans les collectivités, parce que c'est vous qui êtes là derrière l'écran. Alors, vous connaissez donc le fameux géoportail de l'urbanisme, le GPU. GPU auquel il revient de verser l'ensemble des documents d'urbanisme. On a d'ailleurs souvent dit qu'il fallait que ce versement était nécessaire pour que soient exécutoires, opposables les documents d'urbanisme, c'est-à-dire à la fois les SCOT, à la fois les PLU, à la fois les cartes communales, etc. Les PSMV et aussi également l'ensemble des servitudes d'utilité publique. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas encore un GPU qui est complet à l'échelle nationale, mais on a quand même des chiffres assez éloquents de plusieurs milliers. Je crois qu'on n'est pas loin de 7000 documents d'urbanisme qui sont à ce jour versés et à peu près également 7000 servitudes d'utilité publique. Là, j'en sens beaucoup les PPR, PPRI, enfin, etc. Ce géoportail de l'urbanisme, pardon, excusez-moi, c'est un peu décousu, mais je reviens à mon idée. On a souvent dit qu'il fallait obligatoirement que ce soit versé au GPU pour que le document soit opposable. Je rajoute juste, ça c'est une petite parenthèse de droit, qu'en définitive, il semblerait, après avis du Conseil d'État et aussi réaction à des questions posées par le Parlement au gouvernement, parlementaire, que bon, il n'y a pas de sanction si on ne le fait pas. Mais le fond de discours qu'on va avoir aujourd'hui est plutôt de considérer que c'est certainement une chance pour tous que de jouer le versement au GPU.
Je rappelle que c'est versé dans un format, hein, dans un référentiel qu'on appelle le référentiel CNIG, hein, qui est le Conseil national de l'information géographique, évidemment. Est fini l'époque où on pouvait verser des simples PDF, etc. C'est ce qui a eu lieu entre 2015 et 2020. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier, nous sommes dans l'obligation de verser des documents qui soient interopérables, si je puis dire. Nous avons à considérer sur ce géoportail de l'urbanisme qu'il peut être un atout pour les collectivités pour parfaitement identifier les potentiels fonciers, les potentiels de constructibilité. On a beaucoup d'applications qui se développent aujourd'hui pour simuler en 3D l'application du règlement sur le foncier, c'est-à-dire qu'en gros, si je fais simple, on n'en est pas vraiment encore là, mais il y a quand même de travail très avancé de différentes startups notamment, dont certaines ont pu même être appuyées par des fonds publics, de développement d'analyse des documents d'urbanisme numériques tels qu'ils sont versés au GPU. Et si je fais le lien avec des problématiques importantes pour nous, comme par exemple le sujet de l'économie foncière et du fameux ZAN, le zéro artificialisation nette, nous allons devoir gagner encore en compétences sur l'analyse de nos potentiels de densification, de nos potentiels fonciers, etc. Donc le géoportail, je pense on peut dire que globalement il est rentré dans les mœurs, ou il rentre progressivement dans les mœurs. Moi, de ma fenêtre d'observateur national, je n'ai, à part quelques remontées de terrain un petit peu liées à quelques difficultés techniques de versement, globalement, je pense que c'est un pli qui est pris. Voilà, ça c'est le géoportail de l'urbanisme. À côté, nous avons le fameux BIM. Tout le monde connaît cet acronyme anglais, hein, le Building Information Modeling, mais il y en a qui disent modèle ou management, enfin BIM, le fameux BIM. C'est une des facettes aussi de cette évolution de l'urbanisme à l'heure du numérique. Ça ne concerne pas que la construction, on va dire que ça concerne les projets de construction et projets urbains dans leur ensemble. Alors là aussi, on a des champs très larges de développement. On note sur le diapo qu'il y a un plan BIM 2022. Voilà, au plan BIM 2022, sous contrôle de notre cadre aux fonctionnaires, voilà, nous avons là une initiative encore du ministère de la Ville et du Logement qui est en lien avec évidemment le plan de France très haut débit. Hein, parce que je rappelle qu'il y a un objectif de fin des zones blanches d'ici 2022 parce que évidemment les associations d'élus sont bien conscientes et l'ont plus qu'une fois rappelé qu'il ne peut y avoir d'évolution numérique de l'urbanisme que s'il y a évidemment un accès au réseau pour l'ensemble des territoires. Et là, l'objectif est d'augmenter justement le poids de l'analyse numérique du projet, du bâtiment et du projet dans son ensemble. Alors, on ne peut pas que ça aille de la construction à la gestion du chantier, voire à la démolition des bâtiments, que nous ayons à travers ce BIM un partage des informations numériques nécessaires à la vie du bâtiment. Et évidemment, pour nous, collectivités, ça peut renvoyer à des problématiques un peu plus larges de l'utilisation du BIM dans des enjeux de concertation publique, dans des enjeux de simulation, etc. Ça peut-être être un élément de transformation des mécanismes de concertation, d'enquête publique et de relation aux citoyens, et peut-être pas que aux pétitionnaires ou peut-être pas que à l'architecte et aux promoteurs. En tous les cas, dans ce plan BIM 2022, il est bien souligné que l'objectif est que le BIM devienne une seconde nature dans les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'ouvrage n'étant pas que les promoteurs, les maîtres d'ouvrage aussi, ce sont les collectivités. Donc, c'est le deuxième pilier de notre urbanisme à l'ère du numérique. Ensuite, le troisième, c'est la dématérialisation des DIA. Alors,
c'est pas un sujet en sommeil, mais c'est un sujet avec un peu moins de dynamisme que celui qui va nous occuper maintenant, à savoir la démat des autorisations d'urbain. Qu'est-ce qui se passe sur ce sujet-là? Vous connaissez tous les fameux décrets de octobre et novembre 2016 qui sont relatifs à la saisine par voie électronique. C'est ce dont Anne-Laure Neveu de Flers va pouvoir nous reparler. Saisine par voie électronique, ça signifie, je le rappelle, et les décrets prévoyaient qu'en novembre 2018, nous devions être prêts à recevoir des demandes par voie numérique sur les autorisations d'urbain, on va y revenir, mais également sur les DIA. Il n'y avait pas d'exception sur les DIA. C'est pour ça que le président de l'Association des maires de France et le président de l'Assemblée des communautés de France se sont unis pour dire attention, attention, ces décrets vont nous obliger à une mise en capacité des collectivités à recevoir les permis comme les DIA, je suis bien sur mon sujet des DIA, et il faut qu'on soit en ordre de marche en 2018. Nous avons eu une inquiétude très vive sur les problématiques de permis de construire en disant, et nous avons écrit en ce sens au ministre, nous avons dit, monsieur le ministre, attention, il y a là, en novembre 2018, une obligation qui va s'imposer aux collectivités que de recevoir ce flux numérique. Nous craignons que tout ça se fasse dans la grande précipitation et que ça augure assez mal le projet qu'il avait alors, qui était d'aller vers une numérisation de l'ensemble de l'instruction, en disant, bon, reportons tout cela et reportons le tout au 1er janvier 2022, qui va être une date plusieurs fois rappelée par Jean-Baptiste Latte. Et nous avons embarqué le sujet de la saisine par voie électronique des DIA, en disant, et il faudra également qu'on s'occupe des DIA. Donc nous avons un report de ces deux obligations, que ce soit sur les DIA ou que ce soit sur les autorisations d'urbain, en ce qui concerne la saisie par voie électronique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le sujet de la dématérialisation des déclarations d'intention d'aliéner reste un sujet. En fait, nous avons un groupe national qui travaille. Bon, maintenant, l'État a rejoint ce groupe, hein, mais et nous travaillons essentiellement, évidemment, avec les notaires, avec l'Office national des... l'Office du notariat. Et ils ont, vous le savez, les notaires, ils ont une grosse plateforme qui s'appelle Planète. C'est-à-dire, entre les notaires, ils sont dématérialisés pour la quasi-totalité de leurs autorisations d'urbain, sauf qu'ils disent, pour les DIA, sauf qu'ils disent, nous ne connecterons pas notre grand système Planète national directement à chacune des collectivités. Donc, nous sommes en cours de réflexion sur les possibilités de créer une sorte de plateforme nationale qui servirait d'intermédiaire entre les informations qui viennent des notaires et les collectivités. Donc, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre, simplement pour rappeler que ce n'est pas dans la loi Elan, à laquelle on va faire allusion pour les autorisations d'urbain, mais c'est un sujet de préoccupation. Il faut que nous organisions la possibilité pour les collectivités d'être dans un traitement totalement numérique des DIA. Et l'objectif de tout ça, et je m'arrête là, l'objectif de tout cela, notamment sur les DIA, est de voir comment nous pouvons nous servir de cette dématérialisation pour consolider nos observations dans les territoires et essayer de construire ou d'alimenter avec tout ça. C'est le même sujet, nous en parlerons en fin de réunion avec les autorisations d'urbain dématérialisées. C'est comment nous pouvons faire en sorte que cette dématérialisation nous aide à mieux construire nos observatoires locaux, à la fois sur les dynamiques foncières via les DIA et à la fois sur les autorisations d'urbain. Et pour terminer, je rappelle donc, vous voyez la notion de saisine par voie électronique qui vous est rappelée dans cette diapositive, et puis la disposition de la loi Elan qui nous rassemble aujourd'hui, qui dit bien qu'il faut que les collectivités, alors c'est noté de plus de 3500 habitants, disposent d'une téléprocédure permettant non seulement de recevoir, mais surtout d'instruire
sous forme dématérialisée. Donc, c'est là la nuance entre la SVE, voilà, c'était je dois pouvoir être en mesure de recevoir. La loi Elan nous oblige à faire en sorte qu'on soit bien dans une dématérialisation de l'ensemble de la chaîne. Et pour terminer mon petit panorama général des problématiques de l'urbanisme à l'ère du numérique, il faut imaginer bien sûr derrière que nous avons les sujets de dématérialisation des portées à connaissance, les sujets de dématérialisation des contrôles de légalité, je parle à la fois des documents urbains et des autorisations, et que nous avons derrière tout ça certainement aussi des gains possibles en matière d'observation de ce qui se passe sur les documents d'urbain. Vous connaissez tous les systèmes d'enquête Sudoku du ministère. Lui aussi, à travers les problématiques, à travers le géoportail et autres, peut gagner en qualité. C'est un peu ça tout le sujet. De toute façon, on peut en reparler, mais on sent bien qu'il y a un mouvement de fond. C'est ce mouvement de fond que je voulais illustrer. Il y a un mouvement de fond de digitalisation, de numérisation de pas mal de problématiques du numérique. Voilà, de l'urbanisme. J'en profite juste pour te couper. On nous dit, j'ai cru comprendre par ailleurs que ce projet de plateforme intermédiaire pour les DIA était abandonné. Alors, il y a eu, en effet, on pensait utiliser ce qu'ils appelaient la PEC, la plateforme d'échange. Pour l'instant, c'est abandonné. En fait, très clairement, ça fera l'objet d'une webconférence ultérieure quand on y verra très clair. Voilà. Je pense qu'on devrait y voir clair dans 6 mois. D'accord, voilà. Très bien. Le rendez-vous est pris. Alors, est-ce que la parole est donc à Monsieur Lannes? Bonjour à tous. Déjà, merci Philippe de nous avoir invités, d'avoir organisé avec Idealco cette webconférence. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà entendu des webconférences que j'ai pu faire ou des interventions. Néanmoins, en regardant la liste des participants, il y a beaucoup de nouveaux. Et donc, nous allons faire une présentation un peu générale du programme. Donc, vous allez peut-être, pour ceux qui ont déjà entendu cette présentation, ronger votre frein. Vous aurez la possibilité de passer, de poser des questions, évidemment. Les présentations que l'on fait, elles évoluent au fil du temps parce que plus on avance, plus on précise ce que l'on fait et plus on définit de manière intelligible et intelligente les travaux qu'on est en train de réaliser. Et c'est important, et je pense que, et on pourra le montrer, c'était important cette introduction qui a été faite par Philippe, de bien placer la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme dans le cadre global, parce que le sens de la dématérialisation, bien sûr, c'est de dématérialiser des procédures pour améliorer des services, mais quand on aura intégré l'ensemble, il y aura véritablement de l'usage. Et vous le verrez pour le GPU, je ferai une petite incise pour dire que d'ores et déjà, pour le pétitionnaire, le fait de publier dans le GPU les documents d'urbanisme amène de la valeur, on y reviendra. Bon, je vais passer à la diapositive. Alors, cette diapositive, j'ai presque honte de la présenter parce que je suis un néophyte de la matière, hein, du droit des sols, de l'application du droit des sols. Néanmoins, elle est importante de la représenter. Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'après, vous verrez une représentation de ce que l'État va construire et ce qu'il est en train de construire avec les différentes parties prenantes. Et vous verrez cette présentation en regard des différents acteurs qui sont présentés ici. Et puis, on vous donnera même une vision plus, j'allais dire, logique ou informatique du sujet. Bon. Cette chaîne, c'est la chaîne que vous connaissez, que vous avez l'habitude de pratiquer, avec un pétitionnaire qui dépose une demande d'autorisation sur un guichet unique. Alors, étant néophyte, j'ai appris que le guichet unique, il y en avait 34 000 ou 36 000, hein, donc on a autant de guichets uniques que de communes et que les communes sont très attachées à conserver cette prérogative. La mairie guichet unique, on n'est pas près de le perdre. Hein, exactement, et donc on va gérer ce sujet-là, évidemment. Et puis après, on a des centres instructeurs. Alors les centres instructeurs, 3 natures de centres instructeurs, des centres instructeurs mutualisés au niveau de
des communautés, évidemment. C'est des sujets qui existent et qui sont extrêmement importants, j'y reviendrai. Et puis, des centres instructeurs au niveau des municipalités. Et puis, un troisième type de centres instructeurs qui sont les directions départementales des territoires. Quand les communes sont au RNU ou quand elles ont des postes caducs ou alors quand c'est des dossiers de compétences État. Alors, on n'a pas comment dire, mis toutes les possibilités sur ce schéma parce que sinon on ne pourrait pas le faire, mais on a ces trois styles de centres instructeurs. Le centre instructeur donc, va instruire, lui, pour sa partie propre, qui est généralement la conformité aux documents d'urbanisme. Donc, il va regarder la demande d'autorisation d'urbanisme. Et il y a un des sujets, c'est qu'il va faire des consultations. Et dans les consultations, il peut en faire de 0, et ça arrive beaucoup qu'il n'y ait pas besoin de consultation parce que les sujets sont simples, jusqu'à 40 consultations sur un même dossier, dans les dossiers les plus complexes. Et ça, c'est donc énormément de consultations, avec évidemment des envois à tous les services qui sont consultés. Et l'autre sujet qui est important, c'est qu'il y a une extrême variété de la qualité des services consultés. Ça va de services déconcentrés, soit au niveau départemental, soit au niveau régional. Ça va aussi de services décentralisés. J'ai vu qu'il y avait des conseils départementaux qui étaient présents, et c'est important parce qu'il y a un service décentralisé qui sont les SDIS, qui sont extrêmement importants pour beaucoup d'autorisations d'urbanisme, évidemment. Et puis, vous avez des gestionnaires de réseau qui peuvent être publics, privés, et puis d'autres services. Alors, et puis, ça peut être des acteurs majeurs nationaux comme la SNCF ou Veolia ou EDF. Et puis, ça peut être des acteurs beaucoup plus petits qui sont locaux, mais qui sont quand même gestionnaires de réseau. On pense à des gestionnaires d'installations énergétiques particulières, etc. Donc, il instruit, il recueille tous ces avis, et puis ce centre instructeur, une fois qu'il recueille, il propose une décision, il ne décide pas lui-même, à une autorité compétente. Alors, l'autorité compétente, c'est soit le maire, soit le préfet. Généralement, c'est le maire qui signe les décisions. Ces décisions sont envoyées en aval. Alors, sur le schéma, elles font l'objet d'une publicité donc en mairie, puis après, elles font même l'objet d'une publicité sur le lieu de la demande d'autorisation d'urbanisme. C'est les panneaux qu'on voit évidemment dans les villes, sur les chantiers. Et puis, vous avez un envoi au contrôle de légalité. Je pense qu'il y aura des questions sur les problématiques du contrôle de légalité. En dernier lieu, parce qu'on est en France, ça finit par une taxe. Voilà. Et donc, c'est la taxe d'aménagement essentiellement. Cette taxe d'aménagement, elle est calculée, liquidée par les directions départementales des territoires, et puis elle est recouverte par les services des finances, de la DGFiP et des DDFiP. Voilà ce schéma. Alors, ce qui est important, et il y a deux choses qui ne sont pas représentées sur ce schéma. La première, c'est que tout ça se fait dans des délais qui sont des délais contraints. Et c'est important de le dire, les services sont très conscients des délais contraints, et c'est vrai pour tous les acteurs, puisque sinon vous pouvez passer en tacite, et on n'a pas envie de faire passer en tacite des choses qui ne sont pas en tacite. Voilà. Les délais contraints, c'est important, et tous les acteurs nous font remonter, tous les acteurs, que ce soit en DDT ou en collectivité, en disant les délais, c'est important. Si on veut faire une bonne instruction qui ne soit pas génératrice de conflits administratifs ou de problématiques, il faut qu'on puisse faire une bonne instruction qui soit motivée, qu'on puisse avoir le temps de rencontrer les différentes parties prenantes. La deuxième chose, et alors on a mis du temps à s'en apercevoir et c'est important de le dire, la deuxième chose, c'est l'acteur le plus important qui n'est pas représenté sur cette diapositive. Alors vous allez me dire, c'est lequel? C'est la Poste. En fait, l'acteur qui est le plus important sur cette diapositive, c'est la Poste. On ne la voit pas, et pourtant, elle est dans toutes les flèches pratiquement. La Poste joue un rôle essentiel, puisque c'est elle qui permet de relier tous ses interlocuteurs. Or, la Poste ne transmet pas à l'heure actuelle de documents numériques. Et c'est notre problématique, c'est la problématique en particulier du centre instructeur vis-à-vis des services consultables. Comment va-t-il transmettre tous les documents qu'il fait pour l'instant, qu'il transmet naturellement par la Poste? Donc, dans les présentations qu'on va faire, on va faire figurer la Poste. Mais c'est vraiment un sujet, et c'est important que je me permets de l'introduire ici, parce que ça va nous permettre de comprendre le rôle de ce que va faire l'État par rapport à cette problématique. Donc, je passe à la diapositive suivante, et la diapositive suivante, vous voyez en gros, et en jaune, on ne l'avait pas fait exprès, mais c'est vraiment ça, c'est en jaune, vous avez Plateau. Plateau, c'est la plateforme des autorisations d'urbanisme, et c'est la Poste électronique.
Alors, une poste électronique qui va au-delà, puisqu'on va recevoir à la fois les données du CERFA, pour faire simple, ce qu'on va appeler, nous, les métadonnées, mais les données du CERFA de manière structurée, et puis l'ensemble du dossier, l'ensemble des pièces justificatives, donc c'est-à-dire les plans, le dossier d'architecte et toutes les pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier. Donc, Plateau, c'est véritablement ce service que je qualifierais de poste électronique. Alors, c'est un peu limitatif parce que nous, on va naturellement faire en sorte que tous les échanges entre les administrations, les services consultés et tous les acteurs soient horodatés, fassent l'objet d'une inscription, d'une gestion, qu'on puisse avoir une traçabilité, une intégrité de ces données, que ça puisse être produit devant un tribunal administratif le cas échéant et le moins possible évidemment, mais qu'on puisse bien évidemment avoir une sécurité dans la transmission. Et d'autre part, les métadonnées qu'on va envoyer, ce sont des métadonnées où finalement, ce que fait pas la Poste n'ouvre pas le pli et regarde pas les données. Là, nous, on va transmettre des données qui seront structurées. Cette structuration, elle a été réalisée l'année dernière dans un travail tout à fait concerté avec beaucoup de parties prenantes. Et ce travail a consisté à définir un standard. Donc, ça a été un travail de standardisation qui a été fait avec des représentants des collectivités, des représentants des éditeurs de solutions, des représentants des éditeurs de solutions des services consultés. Donc, un peu tout le monde pour être bien certain qu'on parlait le même langage. C'est important puisque les petites boîtes bleues, et puis je parlerai des deux boîtes jaunes, mais les petites boîtes bleues, ce sont les systèmes métiers les systèmes d'information métiers des différents parties prenantes. Eh ben, elles doivent communiquer de la même manière, selon la même grammaire, hein, selon la même orthographe, selon les mêmes objets, avec Plateau. Donc, Plateau, cette plateforme qui va permettre les échanges. Après, on va composer deux autres briques. Et ça, c'est important de les avoir. Alors, Ado, ça existe déjà, c'est déjà présent, c'est sur servicepublic.fr, c'est fait avec la DILA, et c'est une aide à la constitution du dossier pour le pétitionnaire. Et je dirais même pour le pétitionnaire non professionnel. Parce que le pétitionnaire professionnel, c'est-à-dire l'architecte ou le paysagiste qui a l'habitude de faire, ou l'aménageur qui a l'habitude de faire ces opérations, il connaît très bien les CERFA, ça fait longtemps qu'il maîtrise la notice qui fait 40 pages, et donc lui, il sait, j'allais dire, saisir directement le CERFA dans le texte sans se poser trop de questions par rapport au projet. Là, pour le pétitionnaire, on s'est dit qu'il fallait pas qu'il ait à rentrer dans la logique du CERFA, qui est une logique très administrative, très 20e siècle, hein, si je devais être un peu insisté, mais là, plutôt qu'il décrive son projet. Donc, voilà, je m'appelle Jean-Baptiste Lannes, j'habite à Houille, j'ai envie de surélever ma maison. Et donc, je décris mon projet, et cette description de mon projet fait deux choses. Remplit le CERFA, donc naturellement, et le deuxième sujet, c'est que ça me fait la liste des pièces justificatives que je dois donner. Et quand je dis remplir le CERFA, ça va choisir le bon CERFA, parce que ça peut être un DPMI, un PCMI, un DP, un PC, bon, etc. Donc ça va choisir le bon CERFA et ça va me donner la liste des pièces justificatives. À terme, quand ça sera connecté, ce qu'on espère faire assez rapidement, ça sera envoyé à Plateau et ça rebondira dans les systèmes d'information des collectivités territoriales. Il y a déjà des opérateurs qui testent ça et d'ailleurs, je remercie certains d'être parmi nous aujourd'hui et de montrer finalement le fait qu'ils sont très moteurs sur la constitution de ces différentes solutions. Ça, c'est Ado. Alors, Ado, je vais faire ma petite incise sur le GPU. Et c'est important de l'avoir en tête parce que je pense que c'est très intéressant pour que que tout le monde puisse partager ça. Et c'est là où on voit la valeur qu'on amène. Quand vous dites où est-ce que vous voulez implanter où est-ce que j'habite à Houille, quelle est ma parcelle, quand j'appelle ma parcelle, j'appelle un service du GPU et je vois apparaître les documents d'urbanisme et les servitudes qui sont celles qui s'appliquent à ma parcelle. Donc, pour le moment, on n'a pas enlevé l'obligation pour le pétitionnaire de connaître les documents d'urbanisme, les servitudes qui s'appliquent et finalement de connaître la loi mieux que les services. Bon, voilà. Mais à terme, quand on aura une vraie complétude, le dossier pourra être… le pétitionnaire aura cette information qui est quand même une information cruciale pour s'apercevoir ou pas s'il est dans le périmètre d'un monument historique ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir avoir les dossiers d'urbanisme, les documents d'urbanisme. Et on voit bien
le lien qu'on peut avoir et la valeur qu'on peut amener. Et c'est, j'allais dire, grâce à l'IGN, c'est un service relativement plaisant à faire. Hein. Vous êtes rassuré quand vous implémentez, vous avez votre partiel que vous avez identifié, pas besoin d'aller la chercher dans des documents où vous ne savez pas où, donc vous avez bien ce service qui vous est donné. Donc voilà pour Ado. L'autre brique que l'on fait, c'est Rio. Et Rio, c'est pour relation et échange, alors je ne sais plus exactement le terme, mais AU, c'est autorisation d'urbanisme, ça, voilà. Bon, on l'appelle Rio. Alors, Rio, c'est pour outiller le guichet unique des communes qui sont au RNU. Et quand je parle de communes qui sont au RNU, les communes qui sont historiquement au RNU. Les communes qui n'ont pas été, qui n'ont jamais été compétentes, qui n'ont a priori pas d'outils et qui n'en ont pas l'utilité. Ces communes, quand elles voient arriver un dossier, elles prennent le dossier, elles l'enregistrent, il y a un exemplaire qu'elles conservent parce qu'elles ont toujours cette obligation de conserver, et puis elles l'envoient à la DDT pour voilà. Et on se dit qu'il faut qu'on trouve un outil et qu'on leur fournisse. Alors, une chose qui est importante, c'est que c'est un outil, vraiment, on va le dédier aux communes au RNU. On n'a pas vocation, nous, à concurrencer, et ça c'est de manière générale, à concurrencer les offres qui sont faites par les éditeurs. Vous avez plus d'une quinzaine d'éditeurs qui vous proposent des solutions. Il y a une offre, il y a un marché solvable avec des éditeurs et un marché concurrentiel. On n'aurait pas le droit de le faire. Ça, c'est important. Et on n'aurait pas le droit de le faire. Et puis, on ne serait pas forcément plus pertinent pour le faire. Hein. On a nos propres difficultés pour mener nos programmes informatiques. Donc, il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Donc, c'est une solution spécifiquement État pour les communes dont le maire délivre au nom de l'État. Oui, et puis, voilà. et puis quand il le fait dans le cas, c'est pour répondre, si vous voulez, à des communes, des petites communes qui seraient intéressées pour rentrer dans le numérique. Aucune obligation. La loi Elan ne prévoit aucune obligation. Il y a l'obligation de saisine par voie électronique, donc qui peut être résolue pour les petites communes qui ont peu de PC de manière très économique et traitée sobre, j'allais dire. Hein, mais vraiment, c'est plus pour à un moment se dire, et c'est ce que Philippe a dit tout à l'heure, c'est une tendance lourde. Si on réfléchit si on se dit dans 20 ans, si tous les acteurs font l'effort intellectuel de se dire dans 20 ans où est-ce qu'on en sera, on est à peu près certain que le numérique aura progressé, il n'aura pas régressé. Hein, donc, et il aura progressé pour tout le monde. Alors, de quelle manière? Est-ce que ça passera par de la réglementation? Est-ce que ça passera par, finalement, tous les acteurs le feront et donc les derniers qui ne le feront pas se retrouveront en difficulté pour communiquer avec les autres? Mais globalement, on voit bien que tous les acteurs le feront. Donc, ce qui est important après, c'est que si je reprends un dossier classique, je suis toujours dans ma commune de Houille, je veux remplir un document, je n'ai pas connaissance de servicepublic.fr, je vais sur la plateforme et là, ma commune me propose tout un panel de services, c'est bien logique, et dans ces services, il y a la petite enfance, il y a l'identité, et puis il y a à un moment, il va y avoir tout ce qui est application du droit des sols et demande de permis de construire. Je me connecte à la solution de la collectivité, qui est une solution métier, hein, qui est du ressort, et là, je vais saisir ma demande qui va être transférée au guichet unique. Et puis, une fois qu'elle sera transférée au guichet unique, une version, quand les systèmes d'information des collectivités territoriales seront connectés, sera transmise à plateau. Et puis, cette transmission à plateau pourra, par exemple, déclencher un envoi au contrôle de légalité, puisque normalement, il y a obligation dès la demande d'autorisation d'urbanisme d'envoyer au contrôle de légalité. Ça pourra déclencher ça. Et puis, c'est surtout, ce qui sera très simple, c'est que le service instructeur, quand il aura besoin d'un avis, imaginons qu'à Houille, je sois juste à côté d'un monument historique, eh bien, il pourra faire une demande d'avis. Alors, normalement, c'est le maire. Ce n'est pas un bon exemple. Imaginons qu'il y ait une problématique de réseau. Voilà. Le service instructeur pourra déposer une demande d'avis, faire une demande d'avis. Cette demande d'avis sera transmise à plateau, qui sera envoyée au service consulté. Les services consultés qui seront connectés pourront répondre, donner leur avis, qui sera reversé à plateau et réenvoyé au centre instructeur. Une fois que la décision sera rendue, la décision pourra être envoyée à Acte pour le contrôle de légalité
puis elle pourra être envoyée, si on est dans le cas d'une compétence de commune, pourra être envoyée évidemment pour taxation le cas échéant, et ça sera envoyé au système du ministère qui s'appelle ADS 2007. Et après, basculer sur Chorus, le système de gestion de l'administration. Donc, ce qui est important de comprendre dans ce principe-là, c'est que l'objectif, c'est qu'on ne fait pas d'outils métiers de notre côté. Les outils métiers existent déjà. Donc, il n'y a pas de vocation à changer d'outils. Par contre, il faut s'assurer que les éditeurs avec qui vous travaillez, au niveau des collectivités, sont bien partie prenante des évolutions. Alors, je vous rassure, hein, pour la plupart, c'est le cas. On a 7 éditeurs qui travaillent avec nous sur des expérimentations. Je reviendrai sur les calendriers, je vous donnerai un peu de visibilité sur cette expérimentation, mais ils sont au courant. Il y a eu déjà un démonstrateur qui a été publié en décembre, et les éditeurs se sont connectés au démonstrateur et ont regardé comment échanger. Et puis, on espère avoir des premiers flux qui vont passer avant, j'allais dire mai, qui est… alors, pourquoi je dis avant mai? Parce que le 5 mai, on a un COPIL qui est un COPIL inter-administration, parce qu'il n'est même pas interministériel, puisque ça dépasse le cadre du ministériel, puisqu'il y a l'AMF et la NDCF qui sont représentés. Et j'espère pouvoir dire qu'il y a des premiers flux qui sont passés dans Plateau, et qui sont passés des collectivités territoriales, qui ont rebondi dans Plateau, et qui sont allés dans ADS pour taxation, voire même au contrôle de légalité. Donc vraiment, on est sur ces échéances. Je n'ai pas évoqué Citadel. Citadel, c'est un système qui permettra de faire des statistiques. On va l'alimenter aussi par l'intermédiaire de Plateau. Alors, on va le faire d'abord de manière complémentaire ou supplémentaire à ce qui est déjà fait par les systèmes d'information des collectivités territoriales. Et puis, quand on sera très, très dématérialisé, voire totalement dématérialisé, ça viendra se substituer évidemment à l'alimentation classique. Voilà ce qu'on peut dire. Je ne sais pas si ce schéma, Camille, a suscité des questions. Excusez-moi, hop, petit jeu de caméra que j'ai raté, mais voici. J'ai effectivement eu quelques petites questions qui sont tombées, mais même en amont. Alors, je vous en prends une. Plateau ne servira qu'au service de l'État à consulter, mais pas pour les services extérieurs locaux, comme un syndicat intercommunal d'assainissement, par exemple. Alors, a priori, si. A priori, les services consultés, alors ça dépend comment vous y prenez, mais et la proximité et puis l'intérêt de le faire. Si vous avez un syndicat intercommunal qui est très très près de la collectivité, qui peut partager déjà les outils qui sont déployés par les éditeurs, c'est pas la peine de le connecter à Plateau s'il est très très près. Maintenant, si c'est un syndicat intercommunal qui dépasse et qui va avoir plusieurs communautés de communes ou plusieurs communes qui vont être équipées de systèmes différents, il a tout intérêt à se connecter à Plateau et à être servi par cet intermédiaire. Pour l'anecdote et pour que vous compreniez bien, il n'y a pas que les services de l'État qui sont concernés. Déjà, je précise, c'est tous les services, y compris par exemple les SDIS, y compris Veolia, Orange, etc., qui pourront être connectés à Plateau. Mais la problématique, elle est la suivante. C'est… et tout est venu d'une anecdote, mais cette anecdote, elle est intéressante parce que elle fait toucher du doigt la complexité de la problématique. Comme vous le savez, Paris s'est lancé dans la dématérialisation en avance de phase, de manière pionnière sur ces sujets-là. Et donc Paris a dit, ben voilà mes outils, et a demandé aux services de l'État, et en particulier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de se connecter à ces outils. Et donc, à un moment, de manière un peu visionnaire, le général en charge de la BSPP a dit ouais, moi, je veux bien me connecter à Paris, mais je ne vais pas me connecter à tous les systèmes des communes de la petite couronne. Je ne sais pas faire, je ne peux pas faire. Et donc, si votre syndicat intercommunal, il a un périmètre plus large qu'une communauté de communes, il y a intérêt pour lui à se connecter par l'intermédiaire de Plateau. S'il a juste le périmètre exact de l'intercommunalité, à ce moment-là, vous pouvez partager le même outil. Et je ne connais pas les offres par cœur des éditeurs, mais je suis à peu près certain que vous avez le rôle service consulté, comme vous avez un rôle guichet unique, comme vous avez un rôle centre instructeur dans les différentes solutions qui vous sont proposées.
J'ai une autre question, vous allez répondre très rapidement. Peut-être rappeler sur quel site doit se rendre le pétitionnaire pour avoir recours au système ADO. Alors, sur ADO, il doit aller sur servicepublic.fr. Donc, dans servicepublic.fr, vous avez beaucoup d'offres de services publics. Ça dépasse largement l'application du droit des sols, évidemment. Mais vous pouvez avoir, à un moment, si vous allez demander un permis de construire, si vous cherchez permis de construire, vous aurez la mise à disposition du CERFA classique. Et puis derrière, un onglet qu'on n'a pas encore mis en avant parce qu'il n'est pas complètement finalisé, on est encore en version bêta, mais vous avez l'assistance que vous pouvez avoir. Et pour l'instant, il n'est pas connecté. Ça veut dire qu'à la fin, il a un certificat, il a un CERFA tout rempli, il a la liste des pièces justificatives, mais c'est pas connecté, il peut pas envoyer. Oh, voilà. Donc il l'imprime, voilà, ou alors il en fait un PDF et il va sur la plateforme de la municipalité pour déposer son PDF. D'accord. On n'est pas encore dans un système complètement intégré, mais on le souhaite. Mais ça va venir. Une question qui tombe bien avant. Aujourd'hui, peut-on refuser un dépôt dématérialisé d'un dossier d'urbanisme? C'est pris dans l'autre sens. Ah, c'est pris dans l'autre sens. Alors, mais non, mais je préfère passer parce que je suis quand même pas un juriste. Ah oui, alors, de mon point de vue, voilà, on va se faire vérifier ça. De mon point de vue, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui pour la collectivité d'être en mesure de recueillir la saisine par voie électronique. Ça a été reporté. Si on n'était pas intervenu et demandé le report au 31 décembre 2021, il n'y aurait pas cette possibilité. Pour moi, c'est très clair, il y a possibilité de refuser. Alors, voilà, moi, spontanément, je dis ça. Alors, ça me permet de réagir à une question qui sera posée à un moment. Quid des ERP et des IGH, donc les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur? Ils sont bien exclus de l'obligation. D'accord. Ils sont bien exclus de l'obligation. Mais ça veut dire que vous pouvez les accepter si vous souhaitez le faire. Vous pouvez les refuser si vous ne souhaitez pas le faire. Donc ça, c'est clairement le sujet. Et je pense que ça s'applique à tous les acteurs. Donc l'acteur qui est extrêmement important, si vous souhaitez accepter les ERP et les IGH, qui sont des dossiers qui sont compliqués, etc., et que vous souhaitez le faire, ce qu'il faut faire, c'est prendre contact avec son SDIS en disant, vous, quelle est votre position? Si le SDIS vous dit, moi, je suis favorable à recevoir des dossiers dématérialisés parce que ça m'arrange et puis parce que j'y vois de l'intérêt, etc., à ce moment-là, vous pouvez, j'allais dire de manière relativement sereine, accepter des ERP, des IGH. Si l'acteur principalement concerné vous dit, ben non, moi, je vais utiliser l'exclusion de l'obligation pour ne pas recevoir les ERP et les IGH sous forme dématérialisée, à ce moment-là, il faudra vous poser la question de l'intérêt de les accepter de votre côté. Et là, vous n'êtes pas obligé de le faire à partir du 31 décembre, du 1er janvier 2022. Donc, c'est important de l'avoir en tête. On me pose souvent la question, est-ce que je dois accepter ou est-ce que je dois refuser? Une dernière question, donc on passe. Alors, j'en ai plusieurs, mais juste sur le plateau, sur la connexion, est-ce qu'il faut créer un compte par structure? Alors, là, peut-être que vous allez revenir. Alors, je ne vais pas forcément y revenir. Je vais mettre la diapositive. Oui, ah oui. Voilà. Je vais mettre la diapositive. Bah ouais. Je ne vais pas forcément y revenir dans le détail et il y aura d'autres, on pourra faire des conférences plus particulières. Ce qu'il faut avoir, ce qui est important, c'est qu'il faudra créer évidemment des comptes. Ce n'est pas des comptes utilisateurs au sens comme il a fallu pour se connecter à cette. Voilà. C'est des comptes machine à machine ou système d'information à système d'information. Donc, on travaille avec les éditeurs de solutions informatiques, avec 7 éditeurs de solutions informatiques des collectivités territoriales. Et les 7, ce sont ceux qui ont pignon sur rue, c'est les plus importants, pour que ces éditeurs travaillent à fournir aux collectivités territoriales des versions compatibles qui pourront se connecter à Plateau, avec des modalités de connexion. Alors, c'est les API, Application, voilà. Donc des interfaces d'appel de service qui permettent de travailler avec Plateau. Sur le volet ADO, l'un des points les plus importants est l'accès aux différents documents d'urbanisme, PLU, servitude, risque. Comment s'assurer de la validité du document mis en ligne? Le document mis en ligne sur le GPU? Sur le volet ADO, alors, ça je sais. Voilà, est-ce que
est-ce que ces documents, en fait, PLU, servitude risque, je pense que oui, c'est ça, voilà. non, mais il y a la phase du contrôle de légalité Oui, qui est avant, de toute façon, les versements sur le GPU. Ouais, il y a évidemment, quand on verse sur le GPU, mais il y en a beaucoup qui ont dû le faire, hein, c'est une possibilité qui n'est offerte qu'au maître d'ouvrage, avec une autorisation spécifique et des modalités d'accès spécifiques qui nous viennent des préfectures. Hein. Donc, c'est pas, je ne sais pas trop quel est l'objet, le sous-entendu de la question. Mais... Voilà, n'hésitez pas, monsieur, à étoffer un peu votre question. Puis je vais vous laisser prendre le cours. On va vite parce que finalement, c'est assez passionnant et le temps passe. Donc, il faut laisser du temps à Madame Nevou pour présenter son expérimentation qui est extrêmement intéressante. Alors, cette représentation, c'est une représentation qui montre de manière schématique mais assez complète notre suite XXO avec Rio, Plateau, Ado et puis Aviso, je passe ce sujet-là, peu importe, et les différents interlocuteurs qui viennent se raccorder. Alors, et vous, du côté, quand on met mairie, il faut l'entendre, mairie et centre instructeur et communauté, évidemment, hein, pour les rôles qui sont de leur ressort. Et vous voyez qu'on va partager un certain nombre de briques en commun, et on le voit en termes de guichets de saisine par voie électronique des collectivités territoriales et Rio, sauf que, comme je vous l'ai dit, on s'adresse, nous, qu'aux communes historiquement au RNU. Après, vous avez les différents systèmes qui viennent se connecter et on échange des dossiers, on échange des décisions, on échange des avis. Donc finalement, on va échanger toute la vie du dossier ainsi que les informations constitutives de ce dossier pour pouvoir les transmettre. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et on voit avec la flèche rouge que le pétitionnaire est lui-même connecté à la grande plateforme, à Plateau. C'est-à-dire qu'il peut suivre l'état d'avancement de son dossier. Alors, ce que nous allons faire, la connexion du pétitionnaire, elle se fait par l'intermédiaire de Rio. Par contre, pour ce qui est de l'information du pétitionnaire, ça passe par le guichet unique. Il n'y a pas, nous, on va pas se substituer à la relation entre le guichet unique et le pétitionnaire. Cette relation, c'est une responsabilité des communes. Par contre, c'est vrai, et ça c'est un désavantage, c'est qu'au fur et à mesure, l'information sur l'avancement arrivera plus facilement sur le système d'information de la collectivité territoriale. Et après, elle pourra décider d'informer ou pas, plus ou moins profondément, de l'avancement de ces... voilà. Imaginons, j'ai un avis qui tombe, est-ce que j'informe que l'avis est tombé, le pétitionnaire? Alors, à mon sens, hein, et les retours d'expérience des collectivités, c'est il faut être très prudent dans l'information qu'on envoie au pétitionnaire. Il faut que cette information fasse sens, parce que si cette information ne fait pas sens ou est partielle par rapport à l'instruction, à ce moment-là, ça va susciter des interrogations et immédiatement, ça va susciter des coups de téléphone au centre instructeur. Donc, il faut je pense, être prudent dans l'information. Il faut donner de la visibilité, mais une visibilité qui fait sens, non pas une visibilité sur les rouages administratifs, seulement les rouages administratifs. Et, encore une fois, le guichet unique est absolument préservé dans l'exclusivité de ses relations avec le pétitionnaire. Voilà. Donc voilà ce schéma-là. Vous avez les couleurs qui vous représentent, comme vous pourrez le regarder puisque les supports sont disponibles, qui pourront vous être transmis. Alors, je passe sur la diapositive suivante. C'est la trajectoire. Alors, la trajectoire, je vais faire très simple. Au sens où 2020 est consacré à la construction de la solution et 2021 sera consacré à son déploiement. Construction de cette solution qui va se faire par des étapes et de manière progressive. Au début, on va relier quelques acteurs, donc certaines collectivités territoriales équipées de leur système d'information, donc qui vont se connecter à Plateau, et puis on va le connecter avec ACT et puis avec l'application des DDT. Et puis au fur et à mesure, on va faire tomber, on va faire se raccorder des services, en particulier des services consultés.
avec deux cibles essentielles pour nous, qui sont le ministère de la Culture avec les DRAC et les UDAP et les services d'archéologie. Et puis l'autre cible, c'est les SDIS, évidemment, puisqu'ils peuvent être amenés à rendre des avis sur beaucoup de dossiers. Et puis, au fur et à mesure, on ajoutera des services consultés. On n'est pas certain que tous les services seront raccordés au 1er janvier 2022, mais on pense que tendanciellement, si on a les plus gros, on finira par tous les avoir. Et il faut voir le sujet sur le long terme et pas sur l'échéance particulière du 1er janvier 2022. Et puis, au fur et à mesure, on va raccorder, on a vu Ado, Rio, et les différents systèmes pour que l'ensemble soit complet. Les services statistiques à partir plutôt le deuxième semestre, plus de services consultables au fur et à mesure. Et on le fait, alors notre ambition, et c'est une ambition qui est difficile à tenir, mais on va faire en sorte de le tenir, c'est qu'on voudrait mettre en production les premiers jalons. Et c'est pour ça que je disais que dès mi-avril, on voudrait pouvoir mettre des expérimentations qui ne vont pas concerner tous les flux, certains flux, quelques exemples, et on puisse dire, ça y est, ça marche. Il y a des flux qui passent. Et puis, au fur et à mesure, on va faire grossir les flux, on va faire grossir le nombre d'acteurs. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je passe à la diapositive suivante. J'ai évoqué un certain nombre de choses. Donc, j'ai évoqué les standardisations, j'ai évoqué les expérimentations, donc ce que je viens de dire. Et on travaille en ce moment sur la conduite du changement. Alors, on en parler après le témoignage de Madame Nebou. Ça fera une bonne transition. Dernier sujet, avant de faire la transition, c'est vous voyez, et en particulier en bleu ciel, sur la cartographie des départements, les DDT qui sont expérimentatrices du jalon 1. Donc 12 DDT expérimentatrices. Et puis par contre, on a montré aussi toutes les DDT qui sont impliqués de loin ou de près sur un certain nombre d'autres sujets. Et tout ça pour dire, et c'est important, c'est que nous, le réseau des DDT est très moteur sur ce sujet-là, parce qu'ils ressentent à la fois le besoin de fluidifier l'ensemble des échanges. Ils sont aussi très moteurs parce qu'ils sont confrontés à des collectivités qui leur disent globalement, nous on est prêts, il n'y a plus que vous, les services de l'État, qui n'êtes pas prêts. Hein, en gros, c'est ce qui m'a déjà été rétorqué et ce qui est tout à fait juste. Il y a des collectivités qui sont très prêtes et ils voient bien qu'on a un différentiel entre certaines collectivités qui sont très avancées, comme Flair Aglo, et puis d'autres collectivités qui sont moins avancées ou qui s'interrogent. Donc, et ils ressentent dans leur rôle clairement de pouvoir accompagner et de pouvoir ne pas se substituer, mais pouvoir informer, accompagner, donner tous les dispositifs qui seront proposés pour les collectivités. Alors, si une collectivité se situe dans un département dans lequel on a justement reconnu une expérimentation, est-ce qu'elle peut encore faire un peu signe en disant ou est-ce que ça y est, le panel des testeurs est terminé? Alors, grâce aux communautés d'agglo et aux communautés de communes, quand je fais la liste des gens qui se sont présentés pour être expérimentateurs, on est à plus de 200. Donc on en a beaucoup. Les jalons sont très rapprochés. On a eu nos DDT qui ont été. On a lancé les expérimentations lors d'une grand-messe en février, le 3 février, et puis maintenant on a fait une réunion. Donc les jalons sont très rapprochés. Je pense qu'elles peuvent faire signe, évidemment, à leur DDT. Les DDT seront prudentes parce que vaut mieux expérimenter sur un petit périmètre qui trop embrasse mal les trains. Et donc, l'objectif. Mais par contre, elles seront très intéressées de savoir qu'il y a des communautés de communes, des communautés d'agglo ou des municipalités qui sont partantes. OK. Voilà. Okay. C'est à vous, Madame Nebou. Allez. Alors, on va changer le support. Est-ce que vous avez votre support ouvert tout était intégré dans le même… Non, moi, je ne l'ai pas intégré dans le… Ah, il n'est pas intégré. Ah non. Donc, on va vous demander… Moi, je vais arrêter le partage de notre côté. Voilà, et vous allez pouvoir partager le vote comme on l'avait fait l'autre jour quand on a fait le test technique. Si vous avez… Donc, je peux vous le rappeler, partager l'écran, puis vous allez retrouver la petite vignette. Voilà. Ça arrive. Et voilà. Je ne suis pas sur la bonne vignette, excusez-moi.
Voilà. Donc, Même en plein écran, si vous voulez. oui, redites-moi. En diaporama. Voilà, en diaporama ou en bas de l'écran, vous avez une petite icône aussi. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous savez, tout à fait en bas à droite, vous avez comme un petit écran. Et sinon, ça fait rien. Oui, ou affichage. Oui, je vais gagner mon temps peut-être. C'est pas mon ordinateur, je suis pas. Je me souviens plus l'icône. À droite. Diaporama, oui, pardon. Voilà. Excusez-moi. Mais on vous en prie. Non, c'est pas celui-là. À partir de la diapositive actuelle, ça devrait fonctionner. Voilà. C'est parfait. Donc, Flair Agglo, c'est une communauté de communes, une communauté d'agglomération de 42 communes aujourd'hui. On est dans un milieu très rural. Et on a deux pôles urbains, deux petites villes rurales, voilà, qui concentrent l'ensemble des services et des commerces. On a une particularité à Flair Agglo, c'est qu'on est donc un centre instructeur pour nos communautaires depuis le 1er janvier 2007. Et les communes nous ont délégué la compétence pour l'instruction et la délivrance des autorisations du droit des sols. Aujourd'hui, on est doté, donc on a un PLU intercommunal pour 14 communes, dont la ville-centre de Flers. On a 7 PLU communaux, 4 plans d'occupation des sols qui donc sont en sursis pour une année supplémentaire, 8 cartes communales et donc 17 communes en RAU, dont 5 qui sont en communes déléguées de communes nouvelles, qui ont pour incidence qu'on a donc une double instruction avec les services de l'État. Donc on a donc quand même tous les documents d'urbanisme possibles et à peu près tous les cas de figure possibles sur notre communauté. Je passe donc rapidement. Donc, on travaille, nous, donc 5 agents instructeurs à temps complet. Bon, ça, c'était juste pour la petite histoire. On travaille beaucoup donc, avec les maires et puis donc l'ensemble du personnel communal et des acteurs communaux. On reçoit beaucoup de public aussi du fait d'être le centre instructeur pour les communes. Et on effectue aussi beaucoup de travail de terrain ainsi que toutes les visites de recollement. Donc on a quand même un effectif, on est bien en effectif, 5 instructeurs à temps complet, mais on a quand même besoin de ça pour assurer l'ensemble des missions qu'on se donne. Depuis donc le 1er janvier 2019, on a ouvert le guichet numérique des autorisations d'urbanisme. C'est le nom qui avait été donné par notre éditeur et donc on le trouve très opportun, on le conserve. Je vous ai remis un petit extrait des différentes donc de l'ensemble ou du volume d'autorisation qu'on délivre, ainsi que la proportion qui a été déposée sur notre guichet numérique. La chaîne de l'instruction ne pouvant donc pas être assurée totalement de manière dématérialisée à Flair Agglo pour le moment, puisque donc il nous faut travailler sur un système de validation, un circuit de validation numérique, donc via un parapheur électronique par exemple. Donc la Direction générale des services travaille dessus aujourd'hui. Ce qui nous a conduit, motivé à ouvrir le guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Donc, il y avait donc initialement l'échéance de novembre 2018. Ensuite, il y avait donc un développement de l'e-administration sur plusieurs services de notre collectivité. On travaille aussi sur un organigramme commun avec la ville-centre de Flers. Et donc, on bénéficie d'un site internet commun et donc aussi d'une impulsion commune avec
avec d'autres collègues des services publics. Nous, on l'a pris comme un nouveau service au public pour s'adapter au mieux à la population, aux besoins aussi des utilisateurs, dans le sens où donc les gens ont la liberté de pouvoir faire leurs démarches administratives depuis chez eux le week-end, le dimanche, enfin, donc quand bon leur semble, en dehors des heures d'ouverture de l'administration. Moi, il me semble aussi que le dépôt numérique permet plus de proximité avec l'usager et donc est un moyen aussi de lutter contre la distance puisque notre territoire n'a cessé de grandir depuis 2007. Montrer aussi que donc, les services publics sont capables de se moderniser et donc s'adaptent bien au mode de vie actuel. La saisie par voie électronique, c'était aussi une première étape de notre chaîne de dématérialisation. Et donc, il faut aussi que les services publics changent de pratique et soient donc moins sur support papier et donc on se modernise. Donc, c'est aussi un moyen d'avoir plus de conservation de données. On peut aussi, au lieu d'éviter d'aller toujours chercher des papiers dans des tiroirs, on a quand même plus de choses stockées sur les ordinateurs aujourd'hui. Et donc on peut travailler même loin, à distance, pas toujours dans son bureau, etc. Donc, à Flair Aglo, depuis déjà plusieurs années, on a demandé à notre opérateur d'équiper chaque mairie d'une connexion. Donc, toutes les mairies de l'aglo sont déjà équipées du logiciel métier. Et vous pouvez déjà saisir la page, ce qu'on appelle la page dépôt. Donc, saisir déjà un minimum de renseignements à l'enregistrement des dossiers en tant que guichet unique. Donc, elles peuvent aussi générer le récépissé de dépôt et l'avis du maire qui, par la saisie déjà de quelques données qu'elles auront renseignées, les mairies peuvent, donc ça s'incrémente directement dans les modèles qu'on leur a mis à disposition. Ensuite, le service instructeur va récupérer ces informations rien que par la saisie, enfin le renseignement du numéro de commune, etc. Donc on a déjà une bonne interaction et déjà un travail qui est déjà bien préparé avec le guichet unique de la mairie. Pour cette étape de SVE, on a donc tout simplement un petit compteur qui permet à chaque commune de savoir ce qui est déposé ou non sur le guichet numérique. L'outil dont on dispose, le logiciel dont on dispose, numérote systématiquement et fait bien la différence entre les versions papier et les versions numériques. Donc, c'est quand même assez pratique. Ce sont les instructeurs de Flair Aglo qui ont été formés à l'outil et ensuite, ces mêmes instructeurs ont reformé les communes, donc le personnel communal et les maires qui souhaitaient pour utiliser l'outil. C'était plus simple pour nous et donc ça nous donne aussi une bonne interaction avec les personnels communaux et puis donc les services instructeurs. Quand on a mis en place le guichet numérique, on a souhaité tester d'abord sur une commune qui est assez grande, petite ville, La Ferté-Macé, et donc on avait associé des professionnels notaires et des constructeurs que l'on connaît bien. Donc, on les avait associés pour qu'ils essayent de s'approprier l'outil et donc ça permettait à Flair Aglo et aussi à l'opérateur de corriger quelques petits dysfonctionnements aléatoires. Sur notre phase projet, j'ai essayé de redonner quelques données de calendrier pour essayer de rassurer les collègues des autres collectivités.
On a pris donc, on a assisté à un séminaire de notre éditeur et puis on a pris donc la décision en automne 2017 où on a donc pu passer la commande du guichet numérique. Ensuite, on a donc créé un groupe de travail en interne assez simple parce qu'on a une petite collectivité entre élus, services de l'informatique, bien entendu, et puis donc les collègues du SIG aussi, service formation géographique, un groupe de travail assez restreint malgré tout. Plus donc l'éditeur nous a fait donc une réunion de lancement pour bien nous expliquer l'ensemble des étapes et puis aussi tout le côté technique qui serait requis pour installer le guichet numérique. Nous, on a choisi d'héberger le guichet numérique sur notre serveur interne. Et donc, ce qui fait qu'on travaille en étroite collaboration entre les services techniques de l'éditeur et les services de l'informatique. Il nous a fallu donc rédiger les conditions générales d'utilisation. Je l'ai reporté en rouge parce que c'est quand même une information d'une étape importante. Et on a fait le choix de les approuver en conseil communautaire, mais aussi de les faire approuver par chaque commune membre de Flaraglo. Donc évidemment, l'éditeur avait fait une proposition de rédaction que l'on a adaptée à notre collectivité. Donc on n'est pas parti de zéro non plus. Ensuite, donc, il y a un catalogue, on appelle ça le catalogue de mail, des courriers électroniques, qui comprend notamment les fameux accusés électroniques d'enregistrement et les accusés de réception électronique qui valent donc le récépissé de dépôt pour les versions qui sont déposées en papier. C'est à partir de... je reprends ma phrase, excusez-moi. C'est dès qu'on génère l'ARE, l'accusé de réception électronique, que démarre le délai d'instruction. Donc ensuite, juste une installation du portail, un peu d'adaptation des postes de travail des instructeurs. Donc ensuite, on a fait donc une phase de communication par des petits points presse, des informations sur le site internet. On a pré-rédigé un petit encart pour les journaux communaux, le journal communautaire. Donc une communication relativement simple et assez classique aussi d'ailleurs. Donc la phase formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Une communication aussi, où on a donc envoyé des courriels aux professionnels en partant de la base de données de notre logiciel métier pour les informer de l'outil et du nouveau service qui était mis à leur disposition. Je dois dire que c'est principalement les notaires qui se sont saisis de cet outil et donc on a presque l'intégralité des certificats d'urbanisme, donc d'information et des DIA qui sont déposés sur le guichet numérique aujourd'hui. Donc voici, je vous ai juste ressorti la page d'accueil du portail de l'urbanisme. Donc c'est le portail côté donc déposant, si vous voulez. Donc on peut adapter avec un certain nombre d'éléments pour personnaliser la page d'accueil, bien entendu, mais ça, c'est chaque éditeur vous donnera la marche à suivre. Donc, on voit bien ici des boutons qui permettent, qui représentent chaque type de dossier possible. Et puis, donc voilà, donc après on se laisse guider. On a donc notre outil. Donc voici par exemple sur le dépôt d'une déclaration préalable de travaux. Donc l'outil est interconnecté avec servicepublic.fr, donc ce qui permet d'avoir systématiquement un CERFA à jour. On n'a pas à se poser la question si c'est le bon CERFA ou pas.
Il y a donc une fonctionnalité qui permet aussi de vérifier la saisie. Donc, pour l'usager, c'est assez pratique. Il ne peut pas déposer. Il y a un système de blocage si certains champs ne sont pas remplis et aussi si il y a des pièces ne sont pas déposées, jointes au CERFA. Une fois que l'usager remplit un certain nombre d'informations sur le CERFA, ces informations vont s'incrémenter directement dans notre logiciel. Donc, pour le guichet unique mairie, c'est beaucoup plus simple puisque donc l'identité du déclarant, par exemple, son adresse et l'adresse du terrain vont s'incrémenter directement dans les champs dans le logiciel. Donc, c'est toujours aussi du travail de saisie en moins. Il n'y a plus qu'une vérification, quand même, une lecture à faire. Donc, je reprends ici un peu la partie. Oui, donc l'usager, après avoir créé un compte, donc il doit donc bien entendu créer un compte via une adresse mail et puis donc son identité. Il va donc suivre les étapes pour remplir le CERFA et joindre les pièces nécessaires. Donc, c'est ce que je remets, un système de contrôle alerte le pétitionnaire sur les pièces à joindre. Donc, au dépôt, l'usager va recevoir un accusé électronique d'enregistrement, donc qui ne vaut pas récépissé de dépôt, hein, puisque c'est l'ARE. Donc, l'ARE étant généré à partir du moment où la mairie va récupérer le dossier. Donc, voilà ce que je vous remets. Donc, nous, on a fait le choix que le téléservice soit connecté au logiciel métier d'instruction de l'ADS. Donc, on a bien le même prestataire. On n'a pas relancé pour les collègues des collectivités, on n'a pas relancé de consultation. On a pris le parti comment je dirais, prendre ça pour une évolution du logiciel métier et non comme un nouveau logiciel. Donc, nous ne voulions pas changer d'éditeur parce que changer aussi de logiciel pour le service instructeur, la formation peut être assez simple, mais quand il faut le déployer aussi sur 42 autres communes et reformer l'ensemble des agents communaux, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps et on n'aurait pas pu être prêt pour le début de l'année. D'autant que notre éditeur nous donne entièrement satisfaction, donc on avait vraiment pas envie de changer d'outil. Donc, voilà, ça reprend quand même à peu près ce que j'ai déjà dit. Voilà, donc sur le logiciel en tant que tel, je pense que tout à peu près doit fonctionner pareil. Donc maintenant, on a bien un repérage des dossiers donc, par le symbole d'arrobase qui donc permet aussi rapidement de visualiser ce qui est déposé ou non de manière numérique. Donc ensuite, cette information elle est quand même utile pour l'instructeur parce que donc il ne faut pas qu'on cherche dans la pile de dossiers par exemple. Hein, le dossier, il faut bien qu'on aille récupérer les documents sur le serveur. Donc il y a donc une autre façon de travailler. Donc il faut bien aller chercher les informations, les documents dans le logiciel. Donc un gain de temps aussi donc, pour la saisie, puisque les informations basiques sont déjà pré-remplies dans le logiciel. Et donc après, nous, alors à Fleur à Glou, on repasse en instruction en mode classique, puisque je n'ai pas de circuit de validation numérique. Donc on travaille avec la direction générale aujourd'hui et pour cette année pour évoluer dans ce sens-là. Et aussi par rapport à une échéance pour nous, vu la taille de notre collectivité, pour télétransmettre en contrôle de légalité à partir du mois d'août. Et là, c'est quand même pas mal de pression pour les 6 mois à venir parce qu'on n'est pas du tout prêt. Donc, je remets avec un code couleur un peu les enjeux techniques. Donc,
On a trouvé donc que les professionnels et les usagers ont une bonne adaptation, ainsi que les mairies. Notre téléservice est assez simple d'utilisation, convivial, donc il n'y a pas trop de difficultés à s'y retrouver. Les documents attachés au dossier informatique permettent donc une numérisation, c'est-à-dire qu'ils restent aussi enregistrés dans le logiciel. Et on a pris le parti de procéder de la même manière pour les versions papier, les dossiers qui sont déposés en version papier. Et le malheureux épisode de l'incendie de la mairie de Flers récemment a bien montré que la gestion électronique des documents et l'archivage électronique pouvaient être très très utiles dans bien des circonstances. L'installation donc des postes de travail, donc nous avons fait le choix d'installer les postes de travail des instructeurs en double écran. Je mets étalement des dépenses parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques outils techniques, enfin de nouveaux outils informatiques à acheter, et donc on peut aussi se donner des étapes pour s'équiper petit à petit. Aujourd'hui, nous, dans notre service, c'est notre scanner donc, qui est insuffisant. Il faut vraiment qu'on passe à un outil qui permet aujourd'hui une lecture plutôt dynamique des documents. Et donc, comment je dirais, par exemple, même pour la télétransmission au contrôle de légalité, on gagnerait quand même beaucoup de temps plutôt que de scanner de manière classique et de renommer chaque document, etc. Donc, on pourrait quand même optimiser ça. Donc, ce que je disais, l'interaction avec donc les circuits de validation pour nous, les services de l'État aussi. Donc, va être mon travail cette année lorsqu'on veut faire évoluer le produit. Notre éditeur nous propose un nouveau module qui va s'appeler chez lui consultation des services. Je vais donc faire le recensement. Donc, je vais contacter l'ensemble des services avec qui on travaille pour voir qui serait prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure avec nous. Et puis, pour ensuite pouvoir connecter ce module avec votre outil Plateau, qui, moi, m'a vraiment séduite dès que j'ai commencé à regarder, à comprendre ce que ça pouvait être, parce que ça va nous faire gagner énormément de temps et aussi enlever toute une phase de travail qui est de passer du temps derrière un scanner pour numériser des documents. Parce que là, on va pouvoir envoyer carrément des flux directement depuis notre logiciel. Donc, je suis vraiment convaincue du service que ça va nous rendre, et puis la simplicité après avec laquelle ça va, tout va s'interconnecter. Donc en rouge, aujourd'hui, on est bien obligé de rematérialiser des dossiers. Donc ça, ça vient de notre organisation interne et non de la procédure normale. J'ai remis le son. Je vous laisse finir avec les évolutions. Ensuite, il y a beaucoup de questions qui sont tombées, donc on vous interrogera. Mais on va vous laisser terminer. Je ne sais pas si j'étais assez claire, c'est quand même un exercice assez nouveau pour moi. Donc voilà, pour 2020, on va donc déployer un module spécifique pour les professionnels. Vu que les notaires se sont quand même bien appropriés notre outil, on leur doit bien ça, de leur faciliter la vie avec un nouveau module plus performant pour eux, puisqu'ils pourront donc créer qu'un seul compte, soit par étude ou par agence, selon si c'est une étude notariale ou une agence d'architecte. Et donc aussi pouvoir travailler, classer eux-mêmes l'ensemble des dossiers qui sont en cours d'instruction ou pour lesquels il y a déjà une validation de fait. On ne peut pas donc travailler sans eux, et voilà, il faut quand même bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est moins pratique pour eux. Donc, le module qui va s'appeler avis de service,
où je vais pouvoir consulter des services donc internes, mais on n'en a pas beaucoup. On n'est pas comme certaines autres collectivités en métropole ou des très très grosses communautés. Nous, on a un service eau et assainissement, mais pour qu'une partie du territoire, parce qu'il y a beaucoup de délégations de services publics qui persistent, et donc j'ai énormément de syndicats intercommunaux d'adduction d'eau potable, par exemple. Et puis donc l'ensemble des autres services que Monsieur Lannes a cité tout à l'heure. Donc l'idéal avec Plateau, c'est vraiment la transmission d'un flux et non pas d'un document. J'ai pas envie, moi, avec Acte, de transmettre un plan masse pour lequel je vais donner un nom, un CERFA pour lequel je vais redonner un nom, etc. Je trouve que transmettre un flux, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et donc, j'aurais bien aimé qu'on nous laisse quelques mois pour nous mettre en ordre de marche encore. Alors, je vais... Là, on a quelques réactions. Oui, je vais me permettre d'intervenir parce que je vais le faire vérifier ce que je vais vous dire parce que honnêtement, ça nous travaille depuis un certain temps. Mais quand on regarde les obligations concernant le raccordement, ce sont pour les communes de plus de 50 000 habitants et les EPCI de plus de 50 000 habitants, mais les EPCI compétents. Et alors, notre interprétation de EPCI compétents, c'est les EPCI qui signent les autorisations d'urbanisme. Or, vous n'êtes pas dans ce cas-là. À mon sens. Attention, et c'est important. Ouais, mais alors là, qu'on soit très clair, attention au vocable, c'est très important. La notion de compétence dans le droit de l'intercommunalité, c'est ce qui figure dans les statuts. Si nous, on parle de compétence, c'est quand on parle de compétence d'urbain et on entend par compétence d'urbain, on entend compétence d'élaboration des dogmes d'urbain, des termes du PLUI. Quand on parle de l'instruction, on parle bien d'un service mutualisé. Oui. Ça peut tout à fait s'organiser en dehors des statuts. Ça, c'est même généralement en dehors des statuts. C'est une relation, un service qui est proposé à la communauté, à ses communements. Quand on parle du pouvoir de police, pour nous, on est dans une logique de délégation. Cette délégation, d'ailleurs, on le sait, doit être renouvelée après chacune des élections municipales. C'est bien chacun des maires qui délègue. Voilà. Donc, la question, c'est une notion que j'aime pas trop. Je suis d'accord. Et sur la notion, parce que là, on mélange quand même des notions pour moi importantes, la notion de compétence dans la délivrance. La délivrance, c'est un pouvoir de police, c'est pas une compétence au sens statutaire. Mais on est d'accord. Hein? Et donc, ça veut dire, mais c'est important qu'on puisse le noter, c'est-à-dire que d'après moi, il y a très peu, et je suis désolé d'utiliser le terme EPCI, mais selon nous, voilà, il y a très peu d'EPCI qui sont concernés par le raccordement à Acte. Voilà. Et ce sont les communes, donc 150, ce sont les communes de plus de 50 000 habitants, pas les communautés de communes. Et je vais me le faire vérifier parce que, et on va faire une communication vis-à-vis des DT, et puis de toute façon, on travaille avec la DGCL sur cette question pour qu'il y ait mais on va se le faire préciser parce que ça change la donne. Vous avez d'un côté 120 ou 150, donc généralement communes, autorités compétentes, et voilà, vous voyez ce que je veux dire, et qui sont regroupées évidemment pour certaines d'entre elles dans des intercommunalités, dans des communautés. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais pour ce qui vous concerne, vous, je ne crois pas que vous soyez concerné au premier chef. Je vais me le faire préciser. Oui. Voilà. Je ne veux pas vous vendre du rêve ou vous enlever un point, mais je vais me le faire préciser. Je vais vérifier ça en rentrant, et puis de toute façon, je sais que la directrice générale et puis le directeur général, donc la directrice générale de l'aménagement du logement et de la nature et le directeur général des collectivités locales doivent se rencontrer sur ces questions-là. On reviendra vers vous avec une communication où on va statuer sur cette question-là. D'accord, merci. Je vous en prie. Très bien. Alors, j'ai beaucoup de questions qui sont tombées là sur votre intervention. Donc, on va essayer d'y répondre assez rapidement, mais je pense qu'elle nécessite des réponses assez courtes dans tous les cas. Avez-vous envisagé de recourir à un prestataire extérieur pour la numérisation? Non, pas encore, non. Très bien. Question suivante. Vous voyez que les réponses sont courtes. Quels moyens utilisez-vous pour instruire les dossiers numériques, mesures, etc. Nous, on rematérialise tout en définitive aujourd'hui. Très bien. Dans quel délai la commune est-elle tenue de récupérer le dossier? Alors, vous avez peut-être besoin d'avoir une précision.
Non, 8 jours. Il y a un système d'alerte. De toute façon, quand on ouvre ensuite le logiciel, on a un système d'alerte qui nous dit il y a 3 dossiers qui sont déposés depuis 8 jours. Donc, ça nous permet, nous, les instructeurs, d'avoir une vision globale en cas de, par exemple, d'absence d'un personnel communal. Et donc, on reprend le relais. Bien sûr, c'est nous qui enregistrons si la mairie a une indisponibilité. Alors, est-ce que je peux, oui, je vais faire un petit complément. Deux compléments. Le premier complément, c'est de dire, de toute façon, il y a un décret d'application, non, pas un décret, un arrêté d'application qui est prévu par la loi Elan et qui va paraître. Deuxième sujet, on va certainement faire un décret lié à la prise en compte pour le code de l'urbanisme de la dématérialisation. Donc, on va produire 2 textes. C'est des textes qu'on va produire en concertation avec les collectivités. Hein. L'objectif, c'est de faire des textes qui soient applicables, hein, pas de faire des choses, des choses qui ne marchent pas. Et sur ces sujets, je pense qu'on va apporter des précisions. Et en attendant, pour les communes, si vous voulez réfléchir, il faut réfléchir en vous disant les dossiers sont transmis par la Poste à l'heure actuelle. Okay, donc voilà. Donc comment ça fonctionne par la Poste? Quand vous recevez un dossier par la Poste, comment ça fonctionne? À partir de quand le délai commence? Et ça, je pense que c'est des réflexions qu'il faut commencer à avoir en tête pour se dire, ben, je vais, entre guillemets, simuler la Poste avec un système informatique. Ça vous donne une comparaison facile pour imaginer la suite. Je continue. Avez-vous mis en place un système d'accueil pour accompagner les usagers en mairie à dématérialiser leurs demandes? Non, on n'a pas, Pas de nécessité. on n'a pas mis ça en place. On est prêt. Alors, on l'a fait avec des professionnels au début, où on a fait un peu du guidage téléphonique ou un service instructeur pour leur apprendre. Après, franchement, une fois qu'on est connecté, qu'on a ouvert son compte, l'outil est vraiment très simple. Conclusion, moi aussi. Voilà, on va s'arrêter bientôt. Par ailleurs, comment gérez-vous la dématérialisation des dossiers déposés en papier? Aujourd'hui, donc on les traite en version papier. Donc, par contre, on a fait le choix récemment, depuis l'année dernière, enfin, en courant de l'année dernière, de numériser l'ensemble des avis des services consultés, le CERFA, l'arrêté, quelques plans. Donc, on attache ça, il y a une fonction qui permet d'attacher ça au dossier dans le logiciel. Mais ensuite aussi, la mairie, elle peut récupérer. Et donc, elle peut voir aussi l'ensemble des avis des services consultés. Donc, Enedis pour la partie électrique, le raccordement d'eau, d'assainissement, puisque en fait, notre façon de travailler fait que nous consultons en lieu et place des mairies l'ensemble des services. Mais c'est un travail en commun qu'on fait avec eux, mais c'est Fleur Aglo qui le fait. On me demandait comment se faisait le dépôt des plans, mais je pense que vous venez de répondre. Hein. C'est de façon. Les gens vont scanner. Voilà, c'est ça. Et on attache un fichier PDF, hein, comme disait M. Lannes tout à l'heure. C'est assez simple en fait pour les usagers. Pouvez-vous nous préciser si vous effectuez l'instruction sur écran ou si c'est... Alors, la question n'est pas bien posée, donc je sais pas ou si c'est rematérialisé, ou si vous rematérialisez les plans. On les rematérialise parce qu'on doit nous on les signe et puis on les joint après avec l'arrêté quand on transmet, parce qu'on fait aussi les transmissions nous-mêmes. Alors, Par contre, on peut télétransmettre à certains acteurs. Il y a déjà des services. Donc, Enedis, par exemple, on travaille tout par mail. Ça fait des années qu'on consulte Enedis par mail. Donc, le module avis de service ne fera que nous faciliter la vie. Au lieu de télécharger les pièces enfin, les attacher à un mail depuis notre boîte mail, on fait donc ça pour eux, pour le SDIS. On a quand même quelques services qu'on consulte déjà par mail. Donc, à la limite, un module ou une plateforme comme Plateau ne peut que être plus rapide, en définitive, plus simple. Comment procédez-vous pour l'affichage en commune des autorisations déposées et décidées? Chaque commune affiche les autorisations d'urbanisme qui sont délivrées pour son territoire. Et nous, on fait un tableau
Maintenant, on n'affiche plus arrêté par arrêté. On s'est un petit peu organisé par semaine. On fait donc un tableau par semaine. Et comme le code n'est pas très précis sur ce que les collectivités doivent afficher, on a fait le choix et on s'était donc rapproché d'un service juridique pour conforter un peu notre réflexion. On affiche donc les mêmes informations qui sont obligatoires sur le panneau d'affichage sur le terrain. Très bien. Comment effectuez-vous les contrôles des dossiers en format dématérialisé, outil de mesure ou déclaratif pur? L'outil de mesure, on nous a dit à plusieurs reprises qu'il était disponible sur des outils comme Abode, etc. Je n'ai pas encore fait de mesure sur écran. Je peux. Allez-y. Voilà. Alors, les éditeurs, tout ce qui est visionneuse de PDF proposent dans des versions qui coûtent des sous, proposent des outils de mesure. Donc, vous pouvez, par exemple, sur Adobe, vous pouvez utiliser des outils de mesure, mais il faut prendre la version professionnelle. Il existe des outils de mesure, alors je n'ai pas en tête, j'ai plus le nom, mais je crois que c'est Foxit, oui, voilà, qui est une visionneuse. Et là, l'outil, lui, les mesures sont intégrées dans la version gratuite. Et vous pouvez, sur le plan, en ayant paramétré avec l'échelle qu'il y a sur le plan, mesurer directement. Et c'est cet outil qui est utilisé par Paris et que nous allons généraliser. Le côté gratuit étant un élément pas anodin, que nous allons généraliser dans les DDT pour qu'elles puissent faire l'instruction de manière sur des écrans dématérialisés. D'accord. J'ai maintenant des questions qui concernent un peu tout le monde. De toute façon, oui, mais je pense qu'on va arriver un peu vers les phases de conclusion, qu'on ait juste 2 minutes chacun de conclusion. C'est ça, et donc puis, voilà. on prend toutes les questions et ensuite je vous laisse conclure, on fait comme ça? Vous préférez conclure et ensuite on prend les questions? Ah bah non, c'est pas la conclusion de prendre les questions. D'accord, allons-y. Alors, Plateau devient-il une zone d'archivage commune ou est-ce que tous les services devront télécharger et stocker? Alors, question archivage. La question de l'archivage est une problématique qui n'est pas juste une problématique informatique et qui n'est pas juste une problématique, métier, mais qui est aussi une problématique de droit. Oui, voilà. Donc la responsabilité, je veux dire, l'arrivée de Plateau ne modifie pas les obligations des différentes parties prenantes en termes d'archivage. Donc dans un premier temps, on va le faire. Hein, il va falloir que chaque collectivité ou chaque partie prenante archive pour ses propres besoins. Oui. Numérique ou papier. Numérique ou papier, voilà. Et pour les deux cas. Après, on voit bien que le Plateau est complètement central. Donc, on va travailler, nous, déjà, à l'archivage de nos propres besoins, pour les propres besoins des DDT, qui sont pour l'instant faits par les archives départementales. Mais bon, donc on va travailler à nos propres besoins, au besoin aussi d'archiver l'intermédiation électronique que nous faisons, qui doit pouvoir être produite devant un magistrat, en tout cas un juge administratif. Donc, on va faire tout ça. Et puis, si notre service, il est bien, je suis sûr qu'à un moment, toutes les autres parties prenantes vous diront, mais vous avez tout pas chez vous, arrêtez de nous embêter, archivez pour tout le monde. Pour l'instant, c'est pas notre priorité. Donc, et puis, cet archivage pour tout le monde, ça va nécessiter qu'on revoie le droit ou qu'on trouve des modalités pour qu'on puisse le faire pour le compte d'eux, avec des délégations, des choses comme ça. Donc, dans un premier temps, on ne va pas l'aborder, ce n'est pas notre priorité. À terme, quand tout fonctionnera, on verra comment on peut simplifier ce sujet. À partir de 2022, que se passera-t-il pour les communes de moins de 3500 habitants? Alors, pour les communes de moins de 3500 habitants, ça c'est très intéressant, surtout qu'on a beaucoup de communautés de communes et de communautés d'agglomération qui sont présentes et qui ont dans leur giron une commune-centre et d'autres communes. Eh bien, comme pour Flers, eh ben, elle a une commune, Flers, c'est plus de 3500 habitants, donc elle a bien l'obligation d'instruire de manière dématérialisée. Pour les autres, il n'y a pas d'obligation. Et donc là, ça va être en fonction des orientations, des objectifs de la communauté et des communes, de basculer ou pas dans cette instruction dématérialisée. Tendanciellement, on y passera, mais il n'y a pas d'obligation de délai et il n'y a pas d'obligation du tout même. Donc, oui, voilà. Sauf qu'on peut imaginer, alors qu'on observe justement que les services mutualisés d'instruction intercommunaux ont vocation à de plus en plus garantir un service pour l'intégralité des communes de la communauté. Même souvent, ça s'est fait un peu
en peau de léopard, si je puis dire. Hein, chacun y allait. Moi, tiens, je me sers de ce service mutualisé, d'autres n'y allaient pas. Mais on a eu plutôt tendance, en fait, à boucler les trous de mental, quoi. Et là, si on est dans une problématique du numérique, patchwork avec pour telle commune ce sera ça, pour telle autre ce sera ça, on certainement va pas dans une voie, et je vais profiter d'avoir la parole pour juste donner les 2-3 idées que j'avais. Derrière tout ce numérique, il y a un peu l'idée de « et alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble ?» Le premier sujet, il est la relation commune-communauté. Je crois qu'Anne-Laure Neuboul a pas mal parler de on embarque les communes dedans. C'est pas que un sujet du service instructeur intercommunal, c'est un sujet aussi d'articulation commune-communauté. C'est aussi quelle visibilité pour le maire dans la visibilité du parcours du permis du pétitionnaire qui est sur sa commune. C'est voilà, on a aussi des enjeux, on l'a pas évoqué, mais c'est un enjeu de numérique au fonctionnement interne de la communauté. Est-ce que ça peut nous servir, oui ou non, à permettre aux agents des autres services, je pense à ceux qui sont services des décos quand il s'agit de permis, qui sont sur des zones d'activité, services planifs, etc. Comment ce numérique peut-il ou non être une chance au décloisonnement des services? La troisième idée, elle est que ce numérique, peut-être, il peut nous aider à avoir une observation plus dynamique de ce qui se passe sur notre territoire. Moi, si on me donne... Idéalement, je me dis, tiens, une communauté, elle a le PLU interco, elle a un service mutualisé d'instruction, elle est capable de temps en temps, à l'occasion du fameux débat sur la politique locale de l'urbanisme que les communautés doivent tenir une fois par an, elle est capable d'utiliser justement l'information qu'elle aura réussi à verser dans ce SIG de manière un peu plus dynamique, mais de donner devant une commission d'élus un état des lieux, des rythmes de construction, des rythmes de déclaration de projet sur telle et telle chose, etc., pour montrer où sont les dynamiques de construction, où sont les dynamiques de rénovation, où sont les enjeux de rénovation énergétique, etc. Donc, on peut imaginer, voilà, qu'à terme, là je rêve un peu, mais je suis dans 5 ou 10 ans, mais qu'à terme, on ait un numérique qui nous aide sur les problématiques d'observation, les problématiques de décloisonnement de services, et puis j'ai envie de dire, peut-être, c'est aussi une manière de nous réinterroger sur ce qu'est qu'instruire. Et là, je vais mettre les pieds dans le plat, mon cher agent. Je m'en veux pas. Mais on a un vrai sujet. Pourquoi on est dans le numérique sur l'urbanisme et notamment sur l'application du droit des sols? Il y a un argument qui ne tient pas trop, c'est celui de dire qu'il faut simplifier la vie de l'usager. L'usager pétitionnaire, c'est une fois dans sa vie qu'il va déposer un permis de construire pour une maison. Ce n'est pas exactement la même chose que de pouvoir payer sa facture de cantine tous les mois, etc. On est dans une relation totalement différente. Donc la question pour nous, souvent on a mis au début d'ailleurs des travaux sur l'urbanisme à l'heure du numérique, on disait pour l'usager c'est très important, etc. Mais l'usager pétitionnaire, il est pas fréquent. Ou alors on ne pense qu'aux pétitionnaires professionnels, c'est-à-dire les promoteurs et les aménageurs, etc. Mais or, dans l'idée de l'élu, quand il dit permis de construire, dans beaucoup de territoires, il a plus en tête le pétitionnaire particulier que le pétitionnaire promoteur. Hein. Alors, si on fait numérique, il faut penser à la relation élu-pétitionnaire. Alors, pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on va y gagner? Donc, la question qui se pose à terme pour les collectivités, c'est savoir si c'est un gain de temps. Si oui, est-ce que c'est vraiment un gain de temps pour les instructeurs? Qu'est-ce que je fais ce temps disponible? Est-ce que mon réflexe, ça va être de réduire l'équipe instruction, alors que les élus, par ailleurs, vont dire « Ah non, mais attendez, il faut quand même malgré tout aller sur le terrain, que moi j'ai des enjeux, il y a des enjeux quand même de contentieux sur les autorisations d'urbanisme qui ne vont pas s'enlever parce qu'on est dans le numérique. Hein. On a des sujets de contentieux, on a des élus qui demandent, on a des évolutions, d'ailleurs on ne va pas, mais grâce à la loi proximité, engagement et proximité qui est venue il n'y a pas longtemps, des évolutions pour le maire sur justement les constatations des infractions, les astreintes, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Si je réduis mon équipe, là je vais dire très clair, je mets les pieds dans le plat, donc l'État, lui, il a une vue très claire, c'est je réduis le nombre d'agents qui sera dévolu à terme à l'instruction. De toute façon, ça fait déjà 10 ans qu'on réduit comme ça. Faut pas parler en nom de l'État, et il faut plutôt s'occuper des communautés. Alors, donc je m'occupe des communautés, j'explique.
nous, on a un vrai sujet. Et je sais que j'ai regardé la liste des participants. L'essentiel des participants sont des techniciens, au sens administratif, des cadres de l'urbanisme, tout ça. Comment on va aborder ce sujet avec les élus? Voilà. Est-ce qu'on leur dit c'est une obligation, il faut y aller, ou est-ce qu'on arrive à donner sens à toute cette évolution pour qu'on soit dans une relation renouvelée avec le pétitionnaire en disant nous allons dégager du temps, mais peut-être que c'est justement pour être plus dans un contact projet et non pas uniquement dans un contact administratif, mais parce que je veux être sur le terrain, je veux être dans le contact projet. Ce sera une occasion de ramener des sujets sur les problématiques architecturales, les problématiques paysagères, et tout ce qu'on veut. Voilà, c'est quelque chose qui nous aiderait à monter en gamme. Soit c'est ça, soit au contraire, on va être dans une logique, ah ben comme ça on peut faire plus vite, on fait plus maigre. Or moi, mon souhait, je termine par là, mon souhait est plutôt que ce soit une occasion un peu de redorer le blason du métier d'instructeur qui bien souvent a été quand même plutôt terni. Hein, c'est un peu le parent pauvre de l'urbain. Hein. Les nobles, c'est plutôt la planif, c'est plutôt l'opérationnel. L'instruction, bon, voilà. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'instructeurs. On a un enjeu, et c'est là-dessus que je te passe la parole, on a un enjeu aussi d'accompagnement du changement. Voilà. Il faut donc que ces instructeurs, mine de rien, pour certains, ils ont 15 ans de métier, 20 ans de métier, à être avec des systèmes de piles papier, je prends, je traite, etc. Comment on va pouvoir accompagner cette évolution du numérique dans une sphère métier qui n'a pas tant eu l'habitude que ça d'évoluer, d'être réinterrogé, parce qu'on a beaucoup de cadres B, cadres C qui ne sont pas non plus obligatoirement les plus malléables avec toutes ces évolutions techniques. Je ne sais pas si, Madame Neveu, vous êtes à peu près d'accord avec tout ce que je dis ou pas? On n'a pas rencontré de difficultés sur le changement, moi, dans l'équipe. Et juste une petite anecdote, mais c'était assez parlant, c'est que le bilan des entretiens en fin d'année 2019, dans les faits marquants, aucune des collègues ne m'a mentionné l'ouverture du guichet numérique. Donc, j'ai trouvé ça assez c'est bien, c'est très positif. Bien approprié l'outil. C'est très positif. Alors, donc, pour dire en termes de conduite du changement, et puis donc on travaille à l'heure actuelle sur les expérimentations. Je vous ai dit, cet éditeur de ZDT, et donc on travaille et puis beaucoup de collectivités à produire un certain nombre de documents d'accompagnement du changement, des kits d'accompagnement du changement pour les DTT, pour accompagner les collectivités, des mallettes de communication, tout un tas d'arsenal pour essayer pour accompagner les collectivités. Et je vais dire quelque chose qui est important, c'est que clairement, au niveau de ma direction et au niveau de la direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, on œuvre pour le bien commun. C'est-à-dire qu'on se positionne au service des différentes parties prenantes et c'est important de le dire. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est là et donc on n'est pas là simplement parce qu'on pense qu'on va faire des économies sur le budget de l'État qui nous sont demandées par ailleurs. Bon, donc ça c'est juste… c'est typique. Hein, voilà. Ça c'est un premier sujet. Alors pourquoi on dit ça? Parce que effectivement on travaille et on travaille vite pour produire ces premiers documents, ces premiers accompagnements, pour que les expérimentateurs et les collectivités expérimentatrices nous fassent remonter en disant on a bien compris ces sujets-là, on n'avait pas compris ça, pour que quand on soit en phase de déploiement, plutôt en fin d'année, voilà, on soit avec une V2 de tous ces dispositifs que l'on fait. D'autre part, on essaye de mobiliser l'ensemble des acteurs qui sont concernés. On est en train de travailler avec l'UGAP pour qu'il propose toute une gamme de services facilement accessibles. C'est un des avantages de l'UGAP. Ça va aller de l'achat de matériel à la contractualisation d'un certain nombre de services, d'accompagnement pour là où il y en aurait besoin, etc. Et donc, on travaille avec eux pour qu'ils produisent ça rapidement et qu'ils puissent se mettre ça en tête de gondole dans leur offre. On travaille aussi avec le CNFPT et ça c'est important. Donc on a un très bon contact au CNFPT qui se démène pour rénover, et ça va revenir sur un sujet pour rénover à la fois l'offre de formation pour les agents et aussi
de fait s'apercevoir que le métier d'instructeur est un métier qui n'a pas de formation diplômante, qui est un métier globalement qui est à la fois issu de la construction, mais à la fois issu du droit et un métier aussi administratif assez classique, et donc de réfléchir à ça. Donc, il y a le CNFPT organise un certain nombre d'événements pour ce faire, et puis aussi pour pouvoir, dès l'année prochaine, proposer des formations qui sont l'instruction à l'âge, pour pas dire l'heure du numérique, et pour faciliter la vie et puis pour rassurer. Moi, en guise de conclusion, en un mot, pour laisser après la parole à Philippe et pour qu'il puisse conclure, mais en un mot, voilà. Donc en un mot, c'est de dire ce qui est intéressant dans notre double témoignage, c'est de montrer que avec l'expérience de Madame Nevou, c'est tout à fait possible de le faire. C'est pas si difficile, on s'en fait une mesure. Il y a évidemment plein de difficultés qu'il faut résoudre opérationnellement. Ça, c'est un premier sujet. Et puis, deuxièmement, de voir que ça s'organise, les efforts que vous faites, que vous serez amenés à faire, s'organisent dans une vision plus globale. Et cette vision globale, elle est partagée avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes. On travaille avec la Direction générale des collectivités locales, avec le ministère de la Culture, avec le Bureau prévention risque incendie du ministère de l'Intérieur, avec aussi les éditeurs, et que globalement, si vous faites un effort et si vous rejoignez le réseau urbanisme numérique et la dématérialisation de l'application du droit des sols, à ce moment-là, votre effort sera récompensé parce qu'il se fait dans un environnement favorable. Voilà, c'était ma conclusion. Et j'espère que ça vous aura... cette double présentation très intéressante, en tout cas pour la partie de Madame Nevou, évidemment, voilà, vous aura convaincu. Je vous remercie à tous les deux. On a quand même 4 questions. Est-ce qu'on peut rapidement les passer? Ça vous embête pas? C'est les 4 dernières. Alors. Les 4 dernières. Alors, il y en a une, c'est quand même un défi. Pourriez-vous me faire un point d'avancement de l'expérimentation dans les DDT? Vous en aviez parlé un petit peu, calendrier, oui. Premier retour difficulté. Alors, sur les 12 minutes. Oui, sur les 12 DDT, donc il y a 12 DDT qui sont expérimentatrices. Donc on va le point à l'heure actuelle, c'est ces 12 DDT, on les a réunis pas plus tard qu'hier. On va les former très rapidement à la nouvelle version de notre propre applicatif métier et on leur a donné tous les éléments pour accompagner les collectivités, tous les éléments de conduite du changement, d'accompagnement, les calendriers. Et on va faire des tests dès mi-mars. D'accord. Voilà, mi-mars, et avec une volonté d'ouvrir mi-avril et de faire quelques flux. Est-il légal de refuser un dossier incomplet, par exemple, si aucun architecte n'est déclaré alors que la superficie dépasse les 150 mètres carrés? Cette question est tombée pendant votre intervention, mais elle était plus globale. Oui. Alors, ça c'est un sujet, on ne l'a pas évoqué, on le fera peut-être lors d'une prochaine conférence si c'est un sujet qui vous intéresse. La qualité des dossiers. On voit bien qu'avec l'informatique, on va pouvoir améliorer la qualité des dossiers. Pas de signature d'architecte, je ne reçois pas mon dossier. Donc, il faut vérifier qu'on a le droit de le faire, mais peu importe. Mais d'un autre côté, si je fais trop de données qui sont absolument obligatoires, je rigidifie la procédure et clairement, aucun des acteurs ne veut qu'on rigidifie véritablement la procédure. Donc, il faut qu'on soit entre améliorer la qualité des dossiers, plus d'un tiers, voire la moitié des dossiers sont jugés incomplets ou non conformes quand ils sont reçus et ça entraîne de la non-qualité et donc de la consommation de temps. Mais d'un autre côté, il ne faut pas faire un truc tellement rigide que globalement, plus personne ne s'en sort. Absolument. De quelle façon un voisin pourra accéder de manière numérique à un dossier délivré? Alors, ce qui est très important, c'est de rappeler le périmètre de la loi Elan. La loi Elan, et après c'est à voir, mais la loi Elan, c'est jusqu'à l'instruction. Donc, il n'y a pas le processus de décision, donc on n'est pas obligé de dématérialiser le processus voilà. Et puis, rien n'est dit sur le processus de publicité. Donc, derrière, si une personne a vu à côté de chez elle un panneau et se dit « je vais aller consulter en mairie », je pense que pour avoir regardé un peu le CRPA, pour avoir regardé le code de l'urbanisme, si vous mettez un ordinateur à disposition avec les éléments numérisés, etc., ça devrait faire la rue Michel. C'est des sujets sur lesquels on devrait travailler. Quand je dis faire la rue Michel, ce n'est pas un avis juridique particulièrement établi, mais c'est des sujets sur lesquels on travaille pour pouvoir encadrer ce genre de sujet. Et une dernière question sur la signature. J'avais cru comprendre qu'à ce jour, les autorisations d'urbanisme ne pouvaient être signées, décision, par voie dématérialisée. Est-ce exact? Non.
Alors, non, il n'y a pas d'obligation, mais on peut le faire parce que en fait, on est couvert par le CRPA, le Code de la relation du public à l'administration, qui offre des grandes possibilités. Je vais vous donner un objectif. Il n'y a pas besoin de signer un arrêté. Une administration n'a pas besoin d'une signature sur un arrêté. Elle a besoin d'avoir le nom, le logo, donc l'identification de l'autorité et le nom de la personne qui signe avec ses fonctions, un certain nombre d'informations, nom et prénom. Et ça suffit dans le cadre du CRPA. Donc ça veut dire que quand vous avez... alors, après, vous pouvez faire ceinture et bretelles. Je vois Philippe qui hoche la tête. Non, c'est parce que moi, je pense à la portée symbolique de la Exactement. signature. C'est quand même, voilà, pour un maire, c'est très important. Mais néanmoins, imaginons le procédure. Si vous voulez, derrière la question se pose de la signature électronique. Est-ce que j'ai besoin d'une signature électronique 3 étoiles avec un prestataire, un tiers de confiance, etc., etc. Là, la question se pose vraiment. On peut avoir des dispositifs qui sont des dispositifs finalement qui sont plus sobres et qui auront la même valeur juridique. En tout cas, on peut toujours faire ceinture et bretelles, surtout en termes d'informatique et de sécurité sécurité des systèmes d'information. Juste un sujet, et je finis juste là-dessus. Vous avez parlé de l'incendie de la communauté. Il faut se méfier quand même, il faut s'assurer. Il peut y avoir des incendies en informatique. Hein. Vous avez des exemples en tête de communautés qui ont perdu un certain nombre d'informations. Donc, ça peut être une solution. Voilà, mais il faut être certain d'être prudent et de faire attention comment sont sauvegardées les données, quelles sont les mesures de sécurité. La problématique d'archivage n'est pas bouclée aujourd'hui, c'est encore un sujet vivant. Non, tout à fait. Voilà. Un immense merci d'abord à Madame Neveu qui est en ligne pour ce retour d'expérience, parce qu'il est toujours important dans ces webconférences d'avoir la parole d'une collectivité qui s'adresse aux très nombreuses collectivités qui étaient connectées ce matin. Donc, un grand merci aux participants qui ont été très nombreux et très participatifs. Et assidus jusqu'au bout pour la plupart. Merci. Pour la plupart, un grand merci. Merci Monsieur Lannes de nous avoir fait le plaisir d'être là ce matin et de nous avoir expliqué tous ces enjeux absolument passionnants. Et un merci particulier à Philippe Schmitt, sans qui cette webconférence n'aurait pas pu être organisée. Ah ben voilà, c'est bon. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt peut-être pour un prochain. Il y aura matière. Il y aura matière. Très bien. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.